Chers amis, chers camarades, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à Béranger Cernon. Bonsoir. Merci beaucoup Béranger, secrétaire de la CGT Cheminot Paris-Gare de Lyon, d'avoir accepté de réaliser cet entretien avec Initiative communiste. En tant que responsable donc syndical CGT cheminot Paris-Gare de Lyon, mais en tant que cheminot d'ailleurs tout court, en ce moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que la bataille est très importante au niveau de la SNCF. À vrai dire, pas qu'en ce moment, parce que ça fait un petit moment. Mais justement, permets-moi de te poser cette première question, parce que dans cette période de crise sanitaire qui frappe un grand nombre de secteurs importants, dont la SNCF, quelles sont les mesures qui ont été prises par la direction de la SNCF en faveur des travailleurs et notamment des cheminots? Et est-ce qu'elles sont suffisantes pour protéger ces derniers lorsque, par exemple, on voit les trains bondés, etc., où on voit bien que c'est impossible d'appliquer les soi-disant gestes barrières? Malheureusement, on n'échappe pas à la politique menée par le gouvernement et donc de manière déclinée dans notre entreprise, hein. Les mesures pour protéger les salariés sont très minimalistes, c'est-à-dire fourniture de masques, et encore, au tout début, on a vraiment galéré pour en avoir, et puis du gel, mais clairement, ça se limite à ça, hein. Autant au début, il y avait une prise de conscience quand même de la part de l'entreprise qu'il y avait un vrai sujet par rapport à la fréquentation dans les gares et dans les trains, avec notamment une place sur deux, et ce qui permettait quand même de limiter le nombre de personnes à bord du train. Et puis, il y avait quand même, pareil, des parties de, de voitures qui étaient réservées, par exemple, si jamais on avait quelqu'un qui était malade du Covid dans le train. Aujourd'hui, une place sur deux, c'est fini. S'il y a des gens qui sont malades du Covid, eh ben, on essaye tant bien que mal de les isoler. Alors, si le train n'est pas blindé, ça peut se faire, mais si le train est surchargé, eh ben, c'est impossible. Donc voilà, on essaye de se débrouiller autant qu'on peut. Et puis malheureusement, il y a des mesures simples, comme par exemple de mettre à disposition des salariés de demandants ou désirant des masques FFP2. Ben, on voit que même ça, c'est impossible à mettre en place. En tout cas, on nous le refuse. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment minimaliste. Et c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de cheminots qui ont eu le Covid et qui, heureusement, pour la plupart, n'en sont pas décédés, même si on a malheureusement eu des cas dramatiques et très difficiles à vivre. Mais voilà, oui, on est malheureusement confronté là aussi à l'impréparation de la SNCF et aussi un sentiment où bah, il faut faire de l'argent, donc il faut remplir les trains. Et malheureusement, le salarié, bah, on l'oublie complètement et il subit complètement la situation. Comme tu l'as rappelé, effectivement, malheureusement, beaucoup de cheminots ont été frappés. J'en connais beaucoup moins que toi, évidemment, mais une pensée particulière pour notre camarade responsable de la CGT cheminot à Versailles, Mathieu Bolreda, qui avait été touché par le Covid il y a un an pile et qui avait sacrément morflé, hein. Donc, effectivement, une pensée pour tous ces camarades cheminots qui souffrent et qui ont souffert et qui continuent de souffrir face à cette totale impréparation dont tu parlais. Et justement, à la limite, ça permet de faire le lien avec la deuxième question, parce que autant il y a une impréparation pour faire face à cette crise sanitaire, autant il y a une véritable préparation de la part de la direction de la SNCF et de Macron, Philippe Castex, puisque bon, et à vrai dire même des gouvernements précédents, pour démanteler la SNCF. Et justement, la deuxième question porte sur ce démantèlement dans le cadre de la crise sanitaire. Est-ce que Macron et la direction de la SNCF en profitent pour poursuivre le démantèlement du service public ferroviaire? On l'avait déjà vu d'ailleurs au printemps 2018 lorsqu'Édouard Philippe était Premier ministre. Et si oui, dans quelle proportion ce démantèlement se poursuit-il dans ce contexte sanitaire particulier? Alors, on aurait pu espérer et surtout croire que bah, cette crise avait pu mettre en avant, en tout cas aux yeux du gouvernement, qu'on avait besoin d'un service public fort et qui plus est sur des besoins vitaux comme le déplacement des personnes, hein. On l'a vu, les trains ont quand même servi à déplacer des malades Covid et à les mettre dans des unités qui étaient beaucoup moins surchargées, mais aussi au quotidien pour aller voir la famille, pour aller au travail, etc., etc. Et autant sur le premier confinement au mois de mars, donc, quand tout a commencé, la main sur le cœur, la direction de la SNCF s'était engagée à signer plus de réorganisation, en tout cas durant le temps de la crise, et puis on verra bien derrière ce qui allait se passer. Malheureusement, voyant la crise perdurer et la direction de la SNCF sentant bien que bah, les organisations syndicales avaient du mal
quand même à faire passer leur discours et à faire passer le message que ce n'est pas parce qu'il y avait une crise sanitaire que tout s'arrêtait d'être transformé et de casser. Et malheureusement, l'entreprise continue bel et bien sa casse de l'entreprise SNCF Service Public historique à travers la continuité de ce qu'on connaît malheureusement depuis des années, avec des suppressions de postes qui malheureusement ont tendance à s'amplifier et qui malheureusement vont s'amplifier puisqu'on nous a d'ores et déjà annoncé une révision sur le nombre d'emplois à la SNCF. On continue toujours cette casse et cette séparation par activité, où on voit des établissements qui sont totalement réorganisés avec son personnel à l'intérieur parce qu'il faut appartenir à telle ou telle activité dans un seul but, c'est de préparer bel et bien l'ouverture à la concurrence et les appels d'offres qui vont se généraliser dès 2023. Voilà, il y a toujours cet objectif-là. Ils n'ont toujours pas compris que la concurrence, en réalité, c'est eux qui l'ont créée et c'est eux qui étaient en train de l'organiser parce qu'on le voit. Là où on ouvre tout simplement, on dit voilà, y a-t-il des concurrents, veulent-ils venir? Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il n'y en a aucun. Et on l'a vu sur 2 lignes qui avaient été ouvertes à la concurrence, la seule SNCF a répondu à l'appel d'offres. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les concurrents, ce qu'ils veulent et ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Et que oui, dans le contexte actuel, faire de l'argent dans le ferroviaire, c'est quasiment impossible. Donc, on le voit bien, ils continuent, ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique, alors que c'est tout le contraire aujourd'hui ce qu'il faudrait faire. Au contraire, il faudrait réellement se poser la question de la privatisation, de l'ouverture à la concurrence. On le voit notamment à Air France, où on nous disait oui, l'ouverture à la concurrence, c'est super, c'est génial. Et puis là, on s'est retrouvé à devoir encore recapitaliser de la part de l'État. C'est quand même assez paradoxal dans le monde qu'ils veulent. De 4 milliards parce que sinon c'était la faillite et que c'était le trou noir, quoi. Donc oui, il y a aujourd'hui une volonté de continuer avec en plus, il faut le dire, des cheminots qui sont préoccupés, comme tous les Français, par la crise sanitaire, où à longueur de temps, on leur parle de ça, H24, que ce soit à la télé, dans les médias, dans les journaux, même en gare, où on voit partout des affiches, protégez-vous, machin, etc. Donc ouais, aujourd'hui, les cheminots ont énormément la tête à ça et ça peut se comprendre. Et malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à faire peser aux cheminots, mais plus largement à l'ensemble des Français, que l'entreprise, elle continue à se réorganiser, elle continue à vouloir supprimer de l'emploi, et il faut bien que les gens comprennent que tout ça, ça va se faire au détriment de la qualité du service public. Et oui, on aurait espéré que cette crise Covid fasse prendre conscience aux gens qu'il y a besoin d'un service public, qu'il est là pour eux, qu'il n'y a pas cette volonté de faire de l'argent, mais uniquement d'être à leur service. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est qu'il va falloir très vite que les gens réagissent. Parce que ce soit sur la question du démantèlement d'EDF, notamment avec le projet Hercule, que ce soit sur la question du ferroviaire, que ce soit sur la question de l'eau, toutes ces questions-là qui sont des questions quand même centrales et des besoins vitaux, si on ne se pose pas la question de savoir ce qu'on veut demain et surtout qu'est-ce que doit être un service public, eh bien, on va aller au-delà de grandes déconvenues et on risque de le payer très, très cher. Oui, et d'ailleurs, un petit clin d'œil, puisque tu viens de le dire, à nos camarades de la CGT Énergie qui sont en grève demain partout en France. Par exemple, à Paris, un rassemblement à 13 heures devant le lycée Buffon dans le 15e arrondissement. Et donc, on sera bien sûr à leur côté pour les appuyer. Tu as évoqué 2 éléments intéressants. Dans le fond, le premier, c'est la fameuse formule privatisation des profits, socialisation des pertes. Évidemment, bon, ça continue. Et puis, la deuxième, c'est la fameuse expression ouverture à la concurrence que tu as utilisé à plusieurs reprises et à raison. C'est important de le rappeler parce que ça, plus la libéralisation, outre Macron, Philippe, Castex, outre les gouvernements précédents, outre la direction de la SNCF et de MEDEF, il faut citer un autre acteur majeur, décisif dans cette politique, c'est l'Union européenne. Puisque depuis 1991, ce principe de libéralisation du rail et d'ouverture à la concurrence a été acté par l'Union européenne. Et à l'époque, ça s'appelait la CE, la Communauté économique européenne. Le résultat, c'est que cela a débouché sur les paquets ferroviaires. Alors, justement, aujourd'hui, quel est le poids de cette politique souhaitée, imposée par l'Union européenne dans la déstructuration, la destruction de la SNCF? Le poids de l'Union européenne et de ses paquets ferroviaires et du livre blanc du ferroviaire est une véritable catastrophe et a un poids extraordinaire dans les décisions qui peuvent être prises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, systématiquement, l'Europe dicte sa loi vis-à-vis des services publics
Et systématiquement, ce qui se décide en Europe, en tout cas dans cette Union européenne qu'ils ont décidé et qu'ils ont mis en œuvre, se retrouve décliné un petit peu plus tard dans la loi française, avec toutes les conséquences qu'on en connaît aujourd'hui, avec dans un premier temps voilà, l'ouverture à la concurrence sur le transport de marchandises, puis derrière la soi-disant harmonisation des normes pour le transport de voyageurs européens. Et puis après, on a eu la séparation du réseau et puis du voyageur. Et puis le bout du bout, où on est arrivé à clairement l'ouverture à la concurrence sur le transport de voyageurs national, avec des conséquences qui vont être dramatiques parce que plus on multiplie le nombre d'acteurs sur le ferroviaire, forcément, plus on complexifie la chose. Et puis on sait pertinemment qu'aujourd'hui, aucun système ferroviaire dans le monde n'est capable de faire de l'argent. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un moment où il va falloir investir massivement dedans, qui va le faire. Alors si c'est encore une fois pour que on ait une entreprise qui pendant X années se gave et derrière se dit moi je lâche le contrat, je ne peux plus faire, et puis que ce soit l'État derrière qui soit obligé de recapitaliser, mais ça va nous coûter 10 fois plus cher, les gens auront tout perdu, et puis il n'y a absolument aucun intérêt. On le voit sur l'ouverture à la concurrence, malheureusement, ce qu'on dénonçait depuis des années est en train de se produire, avec un transport de marchandises qui n'a jamais aussi peu transporté de marchandises sur le rail. Là où on a ouvert à la concurrence, le ferroviaire, on le voit, pour l'instant, il n'y a pas de candidat, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Et puis, on se doute bien que oui, ils vont arriver sur le marché dès que le transport aura repris son essor, dès qu'on sera sorti de la crise et dès qu'il y aura la possibilité de faire de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'est pas possible de faire de l'argent? On sait pertinemment que ces entreprises-là vont partir. Donc, du jour au lendemain, on peut très bien annoncer la fermeture de lignes, on peut très bien annoncer la fermeture de gares, parce que ce ne sera plus assez rentable et puis que personne ne voudra répondre aux appels d'offres. Donc, oui, et la problématique, c'est que systématiquement, doigt sur la couture, l'Europe décide et la France exécute. Donc, ça pose quand même question des discussions qui peuvent y avoir là-haut, et puis la manière dont c'est exécuté sur le terrain, on va dire, entre guillemets, où on se rend compte que partout où ça a été mis en place, c'était l'Angleterre, mais il n'y a pas que, il y a quand même le pays chantre du libéralisme et de tout ce qui va bien, qui est en train de revenir et faire une marche arrière phénoménale sur la question du transport ferroviaire. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on n'en tire aucune conséquence. On ne tire pas de bilan de ce qui a pu être fait et des conséquences que ça a pu avoir. Mais on peut se dire ça pour la question de l'eau, pour la question de l'énergie. Voilà, tous les services qui ont été ouverts à la concurrence. Systématiquement, l'Europe a dit hop, 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 stop, le monopole d'État pour nous, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait la libre égalité, etc., etc. Donc, voilà, on met tout le monde sur le même pied d'égalité, on ouvre la concurrence. Sauf que le résultat, c'est qu'on n'a jamais payé aussi cher. Et pour avoir un service qui s'est dégradé, mais d'une force phénoménale. On le voit, on peut se dire, oui, l'électricité, bon, déjà, oui, ça a augmenté, très fortement augmenté même. Mais c'est surtout, aujourd'hui, pour essayer de joindre un conseiller et avoir quelqu'un qui vient vous réparer votre compteur ou vous remettre l'électricité, c'est plus la même qu'à l'époque où voilà, on avait EDF, GDF qui étaient réunis en une entreprise avec un véritable état stratège et des investissements à la hauteur des attentes des usagers. Et puis, on le voit, l'Europe aujourd'hui, là où il y a vraiment de l'argent à faire, elle n'hésite pas à y mettre le paquet. Et bien souvent, c'est où? C'est malheureusement sur les services publics, dans le sens où il y a déjà des infrastructures extraordinaires qui ont été mises en place, qui ont été payées par l'ensemble des Français et qui, demain, vont profiter au privé, mais vont surtout pas être financées par ces entreprises privées. Elles vont prendre des bénéfices tout en utilisant un réseau qui est déjà existant. C'est assez extraordinaire quand même. Et en plus, tu évoquais quelque chose d'important, parce que tu parlais de services publics. Rappelons-le pour tout le monde que les services publics, juridiquement, au niveau justement de l'Union européenne, ça s'appelle service d'intérêt général. Autrement dit, ça peut être assumé par des groupes privés. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. La conséquence, tu l'as très bien expliqué, ce sont toutes ces contre-réformes qui s'abattent sur le pays, parce que
au-delà finalement, tu as insisté sur l'énergie, tu as insisté sur l'eau, au-delà de tous ces services publics centraux, on a vu ces dernières années se multiplier les contre-réformes avec l'appui de l'Union européenne, celles qui ont démantelé le Code du travail à travers la loi de chômage, parce que c'est une loi de chômage, hein, c'est pas une loi de travail, hein, très clairement, à travers également la casse des retraites par répartition. Rappelons aussi à tout le monde, que ce soit bien clair, qu'au début mars 2020, pendant que le coronavirus était en train de se répandre en France, le gouvernement Philippe ne trouvait rien de mieux que d'utiliser l'article 49.3 pour faire passer en force la destruction des retraites par répartition. Et par rapport à toutes ces contre-réformes, on a pu constater ces dernières années que la CGT cheminot, bien sûr la fédération au niveau national, et également dans un cas plus local, par exemple, puisque tu es secrétaire de la CGT cheminot Gare de Lyon, là où tu travailles et là où tu es syndiqué, se sont beaucoup mobilisés contre l'ensemble de ces contre-réformes. Et même si tu as évoqué effectivement tout à l'heure les difficultés en ce moment pour les travailleurs, pour les cheminots face à cette situation qui n'en finit pas. Malgré tout, quelles sont les perspectives de mobilisation, de lutte, de combat pour les semaines, pour les mois peut-être à venir qui existent, notamment parmi les cheminots? Aujourd'hui, il est clairement inconcevable pour la CGT cheminot, mais je pense que pour l'ensemble des gens qui luttent et qui ne veulent plus de ce monde, de baisser les bras et de se laisser faire et de se laisser manger par ce gouvernement et par toute cette politique-là qui tente d'une certaine manière de nous museler et puis de nous enfermer dans un cadre très restreint. Alors oui, la CGT cheminot, aujourd'hui, elle essaye de mobiliser, alors à travers différentes formes, hein. On a par exemple en cours une pétition salaire, une pétition facilité de circulation, parce que ça fait quand même 7 ans, hein, que les salaires des cheminots sont gelés, alors que dans le même temps, tous les ans, on nous sort que la SNCF, voilà, tout était merveilleux, on avait fait tant de bénéfices, etc., etc. Donc déjà, ça c'est la première des choses, c'est quand même d'avoir de la reconnaissance. Alors, bien évidemment, à travers la valorisation du métier et de tout ce qui l'entoure, mais aussi la valorisation des salaires. Malheureusement, ce n'était toujours pas le cas. Et puis sur les facilités de circulation aussi, parce que régulièrement, on a un rapport de la Cour des comptes qui allume la figure des cheminots en disant mais vous ne vous rendez pas compte, ça coûte cher, ça fait perdre de l'argent. Et puis, paf, miracle de la nature. Dans le même temps, les policiers, eux, ils réclament la gratuité dans les trains et hop, on leur offre sur un plateau doré, alors que nous qui sommes cheminots, on nous explique que ça coûte trop cher et qu'il va falloir nous les retirer. C'est quand même assez merveilleux. Donc, voilà, ces 2 pétitions qui sont actuellement en cours. Et puis, il y a dans l'idée aussi de se mobiliser très prochainement, on l'espère, au moins pour le premier semestre, avec une journée d'action qui serait forte sur la question du statut social des cheminots. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'ouverture à la concurrence, elle fait énormément de dégâts. Depuis le 1er janvier 2020, il n'y a plus de recrutement à statut. Donc déjà, on voit qu'il y a des inégalités très fortes entre les cheminots à statut et ceux qui ne le sont pas. On a la question aujourd'hui du mal-être au travail qui est de plus en plus prégnant, avec un nombre de démissions qui explose. Alors, même si on peut se dire, attendez, vous êtes une entreprise de 150 000 cheminots, il n'y a quand même pas tant de démissions que ça. Enfin, tous les ans, on voit des pourcentages qui explosent. Et puis, on nous explique que oui, mais c'est la génération qui veut ci, qui veut ça. Sauf que génération X, Y, Z, si la personne elle est heureuse au travail, qu'elle y trouve son compte et qu'elle a un salaire digne de ce temps-là, je ne vois pas pourquoi elle partirait, hein. Et ça, peu importe la génération dans laquelle on est. Donc, tout ça, c'est du pipeau. Et on voit qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'entreprise et derrière l'intérêt de l'UTP, donc, qui est le patronat du ferroviaire, hein, c'est de créer du dumping social pour que les entreprises concurrentes qui arrivent puissent avoir des gens formés, hein, tant qu'à faire, qui connaissent leur métier, qui connaissent comment fonctionne le ferroviaire, à des prix bien inférieurs que ce qu'ils peuvent avoir, entre guillemets, avec les cheminots de la SNCF. Donc on le voit, le but, c'est quoi? C'est d'abord de baisser les salaires, encore un peu plus, histoire de dire que, et puis de pousser au maximum à la polyvalence pour avoir des cheminots multitâches qui travailleraient peut-être autant de temps, mais en tout cas, du fait qu'ils effectueraient plus de tâches, il y aurait une productivité accrue. Sauf que dans le ferroviaire, on ne peut pas jouer. Hein, on n'est pas avec un petit train, une nanette, et puis on appuie sur reset et on recommence. On sait pertinemment que si aujourd'hui, à la SNCF, il y a toutes ces règles-là, il y a le statut, le dictionnaire des filières et tout ce qui entoure, c'est parce que quand on fait du train, on est obligé de faire de la sécurité.
Et la sécurité, oui, elle a un coût. Elle a le coût d'un statut, elle a le coût de cheminots formés qui sont bons à certaines tâches et qui ne peuvent pas tout faire. Parce que quand dans une entreprise privée, on voit que le mec, il conduit des trains, il tourne les aiguilles, il fait du contrôle, il fait l'attelage, le dételage du train, et j'en passe, bah, il y a forcément un moment où vous allez faire une erreur parce que vous n'êtes qu'un homme, vous ne pouvez pas tout faire. Il y a un moment où la tête ne suit plus, et puis vous mélangez les pinceaux, vous oubliez un petit truc, et puis le petit truc fait que bah, derrière, ça peut prendre des proportions énormes. Et malheureusement, les dernières catastrophes ferroviaires qu'on a connues, qui est mort ou pas mort hein, d'ailleurs, c'est toujours un enchaînement de petites choses qui font que ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne, sauf que bah, quand toutes ces boucles de rattrapage, au fur et à mesure, on les supprime, et ben, il y a un moment où il n'y a plus de boucle de rattrapage, justement, et on en arrive à des grandes catastrophes. Donc oui, la CGT a pour objectif de mobiliser très rapidement, parce que ce n'est pas parce qu'il y a ouverture à la concurrence, ce n'est pas parce qu'il va y avoir arrivé de nouvelles entreprises dans le monde du ferroviaire qu'on doit tirer tout le monde vers le bas, au contraire. Et nous, on appelle vraiment aussi les entreprises qui existent aujourd'hui dans le ferroviaire et qui font du ferroviaire à se mobiliser et à nous rejoindre, parce que oui, on se bat pour nous, cheminots, à statut, mais pas que. On se bat pour que tout le monde ait un statut digne de ce nom-là, avec des conditions de travail dignes de ce nom-là et des salaires qui permettent de vivre et arrêter de survivre parce que c'est plus possible aujourd'hui. Et de surcroît, comme tout à l'heure, il faut qu'il y ait un vrai service de qualité pour l'ensemble des travailleurs et des citoyens. Et bon, ben, on constate en tout cas que la CGT Cheminot, comme elle l'a démontré ces dernières années, et pas que, hein, il y avait déjà eu par le passé de grande mobilisation, va continuer de se mobiliser. Peut-être peut se poser également la question du débouché finalement de ces luttes et notamment du débouché politique, puisque nous sommes à un an de l'élection présidentielle et en cette également 150e année de la commémoration de la Commune de Paris, peut se poser justement également cette question du débouché. À savoir que finalement, l'une des solutions pour cesser cette casse, comme tu le disais, de la SNCF, cesser cette destruction du statut des cheminots, retrouver des conditions de vie décentes, dignes pour tous les travailleurs de la SNCF, en particulier les cheminots. Est-ce que l'une des solutions politiques, si ce n'est la solution politique, ne réside pas dans une alternative rouge tricolore, qui soit en rupture radicale avec l'Union européenne du capital, avec la mondialisation capitaliste, dans l'objectif de reconquérir la souveraineté nationale et populaire, et ainsi de pouvoir sauvegarder et détendre les conquêtes sociales et les libertés démocratiques pour les travailleurs. Parce que finalement, la solution ne réside pas dans cette alternative rouge tricolore. Je pense que cette question, elle est essentielle à se poser, dans le sens où on le voit aujourd'hui, l'Europe fait beaucoup de mal et a été complètement déviée de son idée première, hein, qui était l'Europe des peuples, etc., etc. On voit qu'aujourd'hui, il y a une financiarisation complète de celle-ci et avec pour objectif de mettre à mal un peu tous les modèles sociaux qui étaient protecteurs pour les salariés notamment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question, je pense qu'il faut se poser la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette Europe et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Parce que si c'est pour nous apporter l'extrême droite et toutes les conséquences qu'on connaît derrière, c'est pas la peine, hein, clairement. Il est hors de question d'en arriver là. Et puis, si c'est pour que systématiquement, dès qu'on décide quelque chose, ou en tout cas qu'on estime que quelque chose aille dans le bon sens et qu'on se fasse reprendre par le col par l'Union européenne en nous expliquant que les 3%, la concurrence libre et non faussée, etc., etc., c'est tout simplement pas viable pour, pour les travailleurs de ce pays. C'est tout simplement pas un avenir digne de ce nom-là. Et oui, clairement, je pense qu'un État, aujourd'hui, doit avoir sa souveraineté, doit pouvoir être stratège concernant ses services publics. Il doit être à même de déterminer quelle politique il en fait et ce qu'il en fait. Et ce n'est pas possible de prendre des ordres et d'aligner un modèle social partout même, étant donné qu'il y a des spécificités qui font que ce n'est tout simplement pas possible. Qu'il y ait un travail de partenariat ou de je ne sais quoi entre les pays, on le voit pour les trains de nuit par exemple, voilà, c'est quelque chose de très bien et c'est quelque chose de très intéressant de pouvoir aller dans des pays un petit peu partout en Europe en train, etc. Mais la question des services publics propres à un pays, ça, c'est du domaine
absolument centrale de l'État, de qu'est-ce que la politique faite par un gouvernement dans un pays. Si c'est pour avoir un politique qui exécute doigt sur la couture ce qui se fait là-haut, c'est pas la peine. Déjà qu'on a un problème aujourd'hui de responsabilité politique, d'image du politique. Si en plus, en fait, on se rend compte que c'est qu'un pantin de Bruxelles et qu'il exécute doigt sur la couture ce qui a été décidé là-haut, et en plus, il n'y a pas plus opaque que l'Union européenne et de ce qui est voté là-haut. Au bout d'un moment, c'est tout simplement plus possible. Et le problème, c'est que ça amène rien de bon, absolument rien de bon. On le voit. En ce moment, on vit une crise terrible. Personne ne sait vraiment quoi faire, alors que c'est là où l'Union européenne aurait dû sortir du lot et aurait dû briller par ses interventions, par ses prises de décision et par sa coordination. Ah bah on le voit, hein. Dès que c'est la crise, alors là, tout le monde se bouffe le nez, tout le monde se pique les vaccins, se pique les masques, se pique les trucs. Bref, il n'y a plus d'Europe. En réalité, il n'y a plus d'Europe à ce moment-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, elle se pose de quelle est l'Europe qu'on veut et si malheureusement, je pense que si on n'y répond pas, en tout cas, ça ne répond pas aux attentes qu'on voudrait, eh bien tant pis. Il faudra un moment assumer des décisions qui seront prises et tant pis si ça fait beaucoup de bruit, tant pis si beaucoup montent au créneau parce que quand même la France qui quitterait l'Union européenne, ce serait quand même quelque chose d'assez, ce serait quand même un sacré séisme Ah oui. dans le monde. Hein. Mais il y a un moment, faut aussi s'assumer, il faut aussi assumer ce qui est porté, ce qui est défendu. Voilà, je pense que si un jour on en arrivait à nationaliser les banques, c'est pareil, ça ferait énormément de bruit, mais peut-être que, par exemple, je pense que la Grèce aurait dû se poser cette question et peut-être que les choix qui ont été faits derrière n'ont pas été assumés jusqu'au bout, malheureusement. Et on voit qu'aujourd'hui, la Grèce n'est toujours pas sortie d'affaire loin de là. Peut-être que s'ils y avaient été jusqu'au bout, peut-être que s'ils avaient respecté le vote qui avait été fait par le peuple grec, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc oui, faut que l'Union européenne, clairement, se remette en cause aujourd'hui, se remette en question. Et si malheureusement elle ne veut pas se remettre en question et qu'elle continue à vouloir fonctionner comme ça, je pense qu'il faudra un jour qu'un politique arrive et tape du poing sur la table en disant stop, nous maintenant, c'est soit vous acceptez que certaines parties de ce qu'on gouverne, et notamment la question des services publics, parce que moi, je pense, j'en suis persuadé que c'est un des éléments fondamentaux de la vie d'un pays, d'un modèle social et de ce que doit faire un gouvernement. Écoutez, si vous voulez mettre votre nez dedans, nous, il en est hors de question et on claque la porte. Voilà. Alors, ça peut paraître très simple comme ça, dit comme ça d'un fauteuil tranquille le soir à 21h30, mais malheureusement, je pense que, en tout cas, la réflexion doit être vraiment posée sur la table et doit y avoir une vraie discussion autour de ça. Parce que la plupart du temps, sur toutes les réformes, que ce soit la loi travail, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit la réforme de la SNCF, là, avec le projet Hercule, systématiquement, on nous met en opposition que c'est l'Europe. Et puis que finalement, l'Europe a décidé que c'était comme ça. Et puis en gros, en France, on allait faire en sorte que ça allait se mettre en place, mais la meilleure des manières pour les salariés. On allait faire ci, faire ça, en gros, qu'on allait aménager un petit peu le pot pourri qu'on nous avait donné, quoi. Sauf que nous, c'est pas ça qu'on demande, en fait. C'est une véritable rupture avec ce qui se fait actuellement en Europe. Et puis, malheureusement, hein, c'est une élection, aujourd'hui on le voit, l'élection européenne, c'est quelque chose qui paraît très loin pour l'ensemble des Français. Et c'est bien dommage parce que si on mettait vraiment le nez dedans et qu'on se rendait compte réellement de ce qui se décide là-haut et derrière comment ça redescend au niveau de la politique française, je pense que le taux de participation à cette élection deviendrait beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus important. Parce que c'est vrai qu'on a un taux d'abstention systématiquement sur les européennes qui est très très élevé, malheureusement. Alors, je t'avoue qu'en ce qui concerne le PRCF, c'est vrai que nous avions, nous, appelé clairement à l'abstention parce que, je le disais, la question de la sortie de l'UE doit être amenée à être posée. Peut-être, par exemple, comme le fait la France Insoumise, comme elle le faisait, du moins plus clairement dans une optique plan A, plan B. Bon, ce qui nous concerne, évidemment, c'est la sortie directe et immédiate, puisque c'est absolument impossible d'obtenir quoi que ce soit de cette UE, ne serait-ce que parce qu'il faut un accord de l'unanimité des États, puis des parlements nationaux pour changer la moindre virgule d'un traité. Donc ça promet.
Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, bah, ce que tu viens de dire est très intéressant par rapport notamment, bah, tu le disais, hein, à la force de frappe qu'on oppose à chaque fois. Bon, après, sur les élections européennes, en ce qui nous concerne, c'est vrai que nous, clairement pour abstention, parce que nous estimons qu'elles sont illégitimes. Et on peut entendre l'idée éventuelle que ça pourrait changer quelque chose. Pour nous, non, a priori. Je te laisse terminer d'abord ton développement. Bah, disons que sur l'Europe et l'Union européenne, il y a un besoin d'éclaircir déjà aujourd'hui son rôle, ce qu'elle recherche. Et puis, je pense enfin, il va falloir en tout cas qu'un politique arrive et mette les pieds dans le plat, parce que c'est plus possible en plus de subir les, euh, les affres de quelques-uns on voit bien, hein, l'Allemagne qui tire un peu les ficelles. On l'a vu sur le vaccin AstraZeneca, quoi. Le lundi, on nous dit que non, il n'y a pas de danger, tout va bien. Le Oui. mardi, Madame Merkel dit hop, 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 on suspend tout. Dans la demi-heure qui suivait, la France, pareil. C'est quand même assez hallucinant. Même sur ces questions-là, on se retrouve en difficulté. Enfin, un État comme la France, qui se vante d'être la sixième puissance mondiale, enfin, on se retrouve mais complètement à la ramasse, complètement à subir les choix des uns et des autres. Chaque politique qui arrive ces dernières années nous explique que l'Europe, il va tout réformer, il va tout changer, et puis il va imposer ce dont, soi-disant, il a été élu. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et oui, mais je pense qu'il faut que ce soit un débat qui soit franc, sincère, et avec tous les tenants et les aboutissants, et avec une vraie légitimité de celui qui aura mandat pour ça, dans le sens où il faudra forcément un appui populaire très important si décision est prise de quitter l'Europe, parce qu'on sait très bien, quitter l'Union européenne comme ça d'un claquement de doigts, on l'a vu avec l'Angleterre, hein, qui en plus n'avait pas l'euro. Alors Ouais. on imagine bien que ayant l'euro, ce serait encore plus compliqué. Mais cette question-là, elle a besoin vraiment d'être débattue, elle a besoin d'être construite, d'être portée. Et si décision est prise, qu'elle soit portée par l'ensemble des citoyens, parce qu'on sait très bien derrière les pressions qu'il pourrait y avoir, notamment économiques, hein, de certains pays, mais pas que, sur la France et les conséquences qu'il pourrait y en avoir. Parce qu'on se doute bien qu'un pays comme la France, qui a été fondateur de l'Europe, qui a pendant des années et des années œuvré dans ces instances, ce serait un sacré coup de tonnerre. Mais je pense que si jamais la France venait à prendre cette décision-là, je pense que bizarrement, on se rendrait compte qu'on serait peut-être loin d'être les seuls, et que ça permettrait peut-être de remettre certaines pendules à l'heure, et que certains arrêtent de croire qu'ils sont tout puissants et qu'ils ont tous les pouvoirs. Et de surcroît, tu viens de le dire, et c'est important parce que dans le fond, cette sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, si elle devait avoir lieu, elle ne pourrait avoir lieu que par la gauche. Le Brexit, lui, avait eu lieu par la droite, autrement dit, en Mm. l'absence d'un très grand mouvement populaire. Or, tu as raison de le rappeler, c'est le mouvement populaire qui, à un moment donné, fixe également le rapport de force. Et si Ouais. sur cette question-là, il le fixe, ce sera d'autant plus important qu'en réalité, derrière, ça, je ne vais pas dire ça réactive parce que la lutte des classes est toujours là et ça reste le combat Mm, mm, mm. fondamental, mais disons que ça permettra de bénéficier d'un atout extraordinaire pour mener cette lutte contre finalement ce qui constitue, tu viens de le dire, les puissants, c'est-à-dire le combat C'est majeur, la ça. lutte. Et puis, c'est surtout, je trouve que c'est hyper important ce que tu viens de dire en disant que ce serait un gouvernement de gauche qui le ferait. Quand on parle de quitter l'Union européenne, ça ne veut pas dire juste fermer les frontières et basta. Voilà, contrairement à ce que Bien sûr, certains portent sûr. et voudraient que ce que devienne la France, c'est-à-dire un pays qui aurait complètement fermé ses frontières et qui soit étanche à tout ça. Non, quand on parle de quitter l'Europe, c'est quitter cette Europe financière, portée uniquement sur le libéralisme, qui voit uniquement par le prisme de la libre concurrence et non faussée. Voilà, c'est bien de ça qu'on parle. C'est quitter le supranationalisme qui écrase les peuples, le Mm. supranationalisme dominé par le capitalisme pour construire l'internationalisme, la coopération internationale.
égalitaire, sur des bases souveraines, comme tu disais, entre les peuples. Voilà, c'est ça en fait. Eh bien, écoute, Béranger, un très grand merci pour cet entretien Merci. très riche qui, je suis sûr, contribuera à nourrir là encore la réflexion pour les semaines, pour les mois à venir. Pas seulement la réflexion, les combats, parce qu'on n'est pas seulement là pour échanger, et quand bien même c'est toujours un plaisir d'échanger ensemble, c'est pour alimenter incontestablement ces nombreux combats qui nous attendent. Je rappelle aussi, Béranger, pour l'information pour nos chers auditeurs et chers visionneurs de la vidéo, que tu avais également signé l'appel du 29 mai 2020 contre justement pour appelant à virer Macron et l'euromondialisation virale qui saccage absolument tout au niveau donc des services publics, de la production, hein, des structures productives du pays, des libertés démocratiques, des libertés publiques pour etc. Un grand merci, cher Béranger. Bon courage dans les luttes qui continuent. Coronavirus ou pas, le combat continue. Oui. Et puis, merci à vous, chers amis, chers camarades, d'avoir suivi cet entretien. N'oubliez pas d'aller sur notre site Initiative Communiste et de rejoindre aussi l'alternative rouge tricolore qui se met en place pour qu'enfin adviennent les nouveaux jours heureux dont les citoyens et les travailleurs de France ont tant besoin. À très bientôt. Au revoir.